Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous spécial autour de la détoxification post-vaccinale. Depuis quelques mois, les débats sont focalisés sur l'intérêt de se faire vacciner ou non contre le Covid et je préfère être clair dès le début. Durant cet entretien, nous n'entrerons pas dans ce débat, même si les informations que nous allons vous donner vont peut-être peser dans vos choix. Il ne s'agit pas d'être pro-vaccin ou anti-vaccin, la vaccination contre le Covid est un choix personnel, plus ou moins libre, qui ne regarde que vous. En revanche, ce qui nous paraît important, c'est que les personnes qui se vaccinent puissent le faire dans les meilleures conditions, en limitant autant que possible les facteurs de risque d'effets secondaires. On sait qu'il existe un certain nombre de complications, parfois graves, après la vaccination, et je pense notamment aux cas de fatigue chronique, de fièvre, mais aussi de thrombose, de myocardite ou encore de paralysie. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il existe différentes mesures validées scientifiquement qui permettent de limiter les facteurs de risque d'effets secondaires de la vaccination, si on les met en place avant l'injection et surtout après. Dans mon entourage, j'ai plusieurs membres de ma famille ou des amis qui se sont fait vacciner, comme vous peut-être, et j'aimerais leur donner accès à des conseils fiables pour mieux supporter la vaccination à court, moyen ou long terme. Ce sont des solutions simples que tout le monde peut mettre en place à n'importe quel moment, même si vous êtes déjà vacciné depuis plusieurs mois. Si vous vous êtes fait vacciner ou si vous pensez devoir le faire ces prochains mois, je vous conseille de connaître ces quelques techniques pour détoxifier votre organisme après la vaccination. Ces techniques ont été proposées par un collectif de chercheurs et de médecins français. J'ai justement décidé d'aller à la rencontre d'un des experts de ce collectif. Il s'agit d'Amine Ghasmi, qui est chercheur en nutrition clinique et physiologiste. Bonsoir Amine. Bonsoir Nicolas. Amine fait partie des scientifiques les plus impliqués dans la recherche sur le Covid et en à peine un an et demi, il a publié pas moins de 7 études scientifiques sur le sujet. Il a beaucoup travaillé sur la physiopathologie du Covid et ses liens avec d'autres maladies. Il a mené des recherches sur certaines approches comme la chloroquine, mais aussi certains micronutriments et le microbiote. Il a également collaboré à plusieurs dizaines de publications sur la physiologie, les sciences de la nutrition et les nouvelles technologies appliquées à la santé. Récemment, il a beaucoup étudié les effets indésirables des vaccins, les vaccins anti-Covid, ce qui les provoquait et surtout comment limiter les risques. Avec la collaboration d'un collectif de professionnels de santé, il a mis au point une marche à suivre précise pour détoxiquer le corps des adjuvants susceptibles de causer des problèmes et aussi agir sur la fameuse protéine spike. Mais avant de parler plus précisément de ces techniques, Amine, que peux-tu nous dire sur les effets secondaires de ces vaccins anti-Covid ? Tout d'abord, merci pour cette invitation et merci aussi d'avoir permis d'aborder ce sujet très important, vaccination anti-Covid. Donc, pour commencer, les complications du vaccin en général sont bien connues depuis assez longtemps, pas que par rapport au vaccin anti-Covid actuellement, c'est juste qu'on en parle un peu plus. Maintenant, il faudrait distinguer juste, on va dire, les effets secondaires ou les effets indésirables. Donc là, on a à peu près 60 à 70% des patients qui ont ça en général. Et puis les complications qui sont, on va dire, des effets secondaires ou des effets indésirables un peu plus graves. Donc pour les effets secondaires, en général, bon, c'est les effets secondaires assez connus, soit au niveau local, au niveau de l'injection. Donc on a des signes classiques d'inflammation, des douleurs ou des gonflements, des choses comme ça, des irritations, etc. Et puis, sur un plan plus général, on peut avoir par exemple des maux de tête, des troubles digestifs par exemple, des douleurs articulaires, de la fatigue, voire même parfois de la fièvre, des frissons, etc. Donc tout ça c'est bien connu, bien documenté depuis longtemps et ce n'est pas spécifique au Covid. Surtout qu'on a un certain nombre de cas là, justement expérimentés, donc c'est ça, on a beaucoup de retours. Exact. Et puis il y a les complications. On a eu cette fameuse étude publiée sur le Lancet qui rapportait les effets secondaires les plus importants, on va dire les myocardites, péricardite et endocardite. L'inflammation du cœur. Voilà. Et puis également les thromboses. Une étude, mais autre, pas celle-ci, qui a rapporté aussi des cas de syndrome de Guillain-Barré aussi. Peux-tu préciser ce qu'est le syndrome de Guillain-Barré ? Syndrome de Guillain-Barré est une atteinte neurologique en fait qui se caractérise par, c'est une atteinte polynerveuse, donc où on va avoir des atteintes au niveau des terminaisons nerveuses et en général son évolution commence par le bas, c'est-à-dire partir des jambes et des pieds en remontant.
Donc ça, c'est bien connu. Ce n'est pas une atteinte, on va dire, qui est spécifique à des complications vaccinales. Oui, c'est une maladie déjà connue, mais là, en tout cas, c'est à mettre en relation avec le vaccin. Exactement. Donc tout ça, c'est des complications quand même graves. Est-ce que tu peux nous donner des chiffres par rapport, en tout cas, à ce qu'on connaît, puisque finalement, la pharmacovigilance n'est pas forcément fiable, mais quels sont les chiffres officiels aujourd'hui en rapport de complications, d'effets secondaires? Alors, effets secondaires, tu nous as dit 60-70% d'effets secondaires, donc, qui sont peu graves et qui s'y effacent dans les quelques jours qui suivent normalement. Hein. Et les complications, donc on est sur quel ordre de grandeur? Oui, pour les effets secondaires, c'est 60-70% dans les 48 heures à 72 heures après la vaccination. D'accord. Normalement, il y a aussi les allergies qui peuvent, en fonction des cas, peuvent être considérés comme effets secondaires banals, ou si c'est des chocs anaphylactiques, on va dire assez graves, ça serait des complications à ce moment-là. Mais ça, c'est assez rare aussi, et bon, on ne peut pas non plus l'amputer au vaccin automatiquement, parce que les allergies, on en a partout, dans les aliments, dans les médicaments, etc. Ce qui pose réellement problème avec ces vaccins, comme je l'ai déjà expliqué, c'est ce taux anormalement élevé de thrombose et donc de maladies cardiaques. Donc peut-être qu'on peut rentrer un petit peu dans la physiologie, la physiopathologie au niveau vaccinal. Qu'est-ce qui se passe quand on injecte le vaccin? Donc il y a plusieurs classes de vaccins. Peut-être qu'on peut commencer par là, expliquer les différentes classes de vaccins et voir lesquelles posent le plus de problèmes. Qu'est-ce qui pose problème réellement? Est-ce que c'est la protéine spike? Est-ce que c'est des autres choses, des adjuvants, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur ces différents vaccins qu'on a sur le marché actuellement? Oui. Alors, on a deux principales classes de vaccins actuellement, du moins en ce qui concerne le Covid. On a les vaccins classiques, donc souche inactivée. Ça, c'est le plus ancien, le plus classique. Souche inactivée, c'est le virus qui a été inactivé par différents procédés et qu'on va injecter directement. Donc là, on va avoir le SARS-CoV-2, virus la Covid, qui sera injecté directement, mais qui est inactivé. Puis on a les vaccins à protéines recombinantes. Donc là, c'est la protéine spike. La protéine spike, c'est la protéine de surface qu'on retrouve à la surface de l'enveloppe du virus. Donc là, c'est la protéine spike. On dit recombinante parce qu'elle a été fabriquée en laboratoire. Et donc, on va injecter directement. Donc ça, c'est la classe des vaccins classiques. Pourquoi classiques? Parce qu'on les retrouve aussi dans les anciens vaccins, d'autres vaccins de grippe, etc. Classique. Par contre, ils ne sont pas encore sur le marché en France. Hein. Donc, en tout cas, le virus inactivé, c'est en cours, hein, c'est ça. Et... Alors, pour ce type de vaccin, on ne les a pas encore en Europe, en Union européenne. Par contre, il y a un nouveau vaccin qui, normalement, si tout se passe bien, sortira fin 2021. Qui est un vaccin franco-autrichien, et celui-là, il est à souche inactivée. Donc, probablement qu'il y aura donc, un vaccin à souche inactivée prochainement. Il y a l'autre classe de vaccins qui, elle, est spécifique pour le Covid. C'est ça. Donc, il n'y a pas eu auparavant de vaccins antiviraux donc génétiques. Donc, on a deux types, ARN messager et adénovirus. Donc ARN messager, c'est tout simplement de l'ARN qui constitue en fait la séquence ARN en nucléotides de la protéine spike. Donc une fois que cet ARN sera injecté, il va rentrer dans la cellule, à l'intérieur de la cellule, dans le cytoplasme, et là il sera traduit, on dit, traduction de l'ARN en protéines. Donc c'est nos propres cellules finalement qui produisent après la protéine spike, qui va induire une réponse immunitaire. C'est ça. Voilà. Ces deux classes de virus, en tout cas, c'est ces deux classes qui font un peu peur à tout le monde parce que c'est une technologie qui n'a jamais été vraiment testée avant, enfin en tout cas à grande échelle comme ça. Et donc c'est celle qui est plus sujet à caution. C'est ça. Et puis les adénovirus, là, les vaccins à ADN, adéno pour ADN, virus parce que c'est un virus autre que le SARS-CoV-2, mais qui est, on va dire, qui est entre guillemets détruit parce qu'on lui a enlevé sa capacité de prolifération. Donc on prend la séquence du virus, on enlève tout ce qui permet la prolifération du virus et on insère à la place
la séquence ADN, cette fois ADN, de la protéine spike. Ouais. Et donc là, il y a une différence avec l'ARN messager, c'est que l'ARN messager reste au niveau du cytoplasme, alors que l'adénovirus rentre dans le noyau, côte à côte avec l'ADN. Voilà. Celui-là, c'est AstraZeneca, par exemple. Hein. Par exemple. Voilà. L'ARN messager, c'est Janssen, Pfizer, par exemple, aussi, le vaccin américain Janssen également, donc, et adénovirus aussi. Voilà. Donc, en tout cas, on a beaucoup entendu parler d'AstraZeneca. Donc, le virus, le vaccin à adénovirus, il a plus de potentiel, plus de risques de provoquer des complications, des effets secondaires. Oui, c'est tout à fait normal en fait, parce qu'il y a des risques qui sont propres à l'ADN, à l'adénovirus, et puis il y a des risques qui sont propres à l'ARN messager. Mais comme l'adénovirus contient la séquence ADN de la protéine spike, qui sera transcrite en quoi? En ARN messager. Donc on va avoir à la fois les complications du vaccin ARN messager et les complications propres à l'adénovirus. D'accord. En tout cas, il y a un point commun avec tout ça, c'est quand même cette protéine spike, donc la Covid-19. Donc, quand on l'injecte, quand on la produit dans notre propre corps, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la même protéine spike? Est-ce qu'on a les mêmes effets? Tu peux nous en dire plus? Alors, la protéine spike, en réalité, strictement parlant, n'est pas une toxine. C'est juste la protéine de la surface de l'enveloppe du virus. Parce que les virus, il y en a deux types. Il y en a qui ont une enveloppe et une capside à l'intérieur. La capside, c'est aussi une sorte d'enveloppe protéique. Et puis, ensuite, une enveloppe, ce qui est le cas là du SARS-CoV-2. Il présente une capside avec aussi une enveloppe. Et à la surface de cette enveloppe, on trouve donc cette protéine spike. Et comme cette protéine spike est la molécule la plus exposée de ce virus, exposée au système immunitaire, eh bien ça a le potentiel de produire une réaction inflammatoire, immunitaire, etc. Et donc c'est ce qui fait que ça produit de l'inflammation. C'est aussi donc sa fonction stricte, biologiquement parlant, c'est qu'elle se fixe sur des récepteurs au niveau des cellules pour que le virus puisse passer, puisse pénétrer au niveau de la cellule. Donc ça c'est sa fonction ACE2 stricte. alors. C'est ça, les récepteurs, les fameux récepteurs ACE2 qu'on a en très grande quantité au niveau des poumons. 87% de tous les récepteurs de l'organisme ACE2 se trouvent au niveau des poumons, des muqueuses pulmonaires, et puis à peu près 12-13% au niveau intestinal. C'est pour ça qu'aussi on a un vecteur de contamination intestinale qui n'est pas équivalent au vecteur pulmonaire aérien, mais qui est aussi important. Donc si on en a dans les mains, on peut aussi transmettre le virus dans ce sens-là. Donc la protéine spike, au-delà de ça, donc on va dire accessoirement, ce n'est pas une protéine toxique en soi, mais accessoirement, elle peut produire une certaine toxicité chez des patients qui pourraient avoir des réactions immunitaires qui sont, on va dire, assez exagérées, d'où notamment les fameux chocs cytokiniques chez les personnes qui sont les plus affaiblies, donc où le système immunitaire s'emballe complètement et produit une inflammation extrêmement importante et ingérable. Ce qu'on appelait les tempêtes inflammatoires ou tempêtes cytokiniques. Exact. D'accord. Si on parle un peu plus précisément des thromboses, est-ce qu'on peut le relier à donc, la protéine spike? Est-ce qu'on peut le relier à d'autres choses? Et comment elles sont, comment on peut les prévenir quelque part? Oui. Alors les thromboses, c'est une question très compliquée parce qu'en fait, le type de thrombose qu'on peut avoir dans les cas de post-vaccination, c'est des thromboses assez particulières et d'ailleurs qui ne se traitent pas de la même façon que des thromboses classiques. On appelle ça la thrombocytopénie induite par l'héparine. Et puis, donc, thrombocytopénie, c'est une baisse des plaquettes en fait. Au départ, il y a une augmentation très importante de la synthèse des plaquettes. Et puis, à un moment donné, le taux de plaquettes augmente tellement que le système immunitaire va créer des anticorps spécifiques pour détruire les plaquettes. Donc, ça s'appelle les AF4, les anticorps AF4. C'est comme une allergie immunitaire quelque part. C'est ça, en quelque sorte. Et puis, une fois que donc, les anticorps sont lancés, les plaquettes sont détruites, et là, on a ce qu'on appelle la thrombocytopénie, le déficit en plaquettes.
ces thromboses peuvent être soit cérébrales, soit abdominales, au niveau surtout hépatique. Le plus souvent, c'est plutôt des thromboses abdominales que cérébrales. Mais les deux existent dans ce cas-là. Alors, la cause exacte n'est pas bien connue. L'hypothèse commune, c'est la protéine spike, puisque dans le vaccin, on a une certaine quantité là, de potentiel de protéine spike. Et puis, il y a d'autres hypothèses aussi. Il y a plusieurs autres hypothèses. Certains parlent on va dire d'une constellation de mutations génétiques qui pourraient conduire à ça. C'est pour ça que c'est assez rare. Et puis, il y a une hypothèse assez récemment que, bon, c'est pas, on va dire, une hypothèse qui a été publiée ou validée, etc. Mais puisqu'on parle très souvent du graphène, l'oxyde de graphène, là, très régulièrement, bon, on va discuter, à voir. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, si cet oxyde de graphène est dans les vaccins, ou en tout cas dans certains lots ou certaines doses de vaccins. Parce que je précise, actuellement, ils sont pas, officiellement, il n'y a pas de graphène dans les vaccins. Hein, on a accès aux compositions. Officiellement, il n'est pas là. En tout cas, ce qui est déclaré, il n'y a pas, d'oxyde de graphène. Par contre, si graphène il y aurait dans les vaccins, il y a, ça c'est bien connu, il y a plusieurs études anciennes même sur, on va dire, les effets secondaires d'une intoxication à l'oxyde de graphène, dont les thromboses font partie. D'accord. Donc, hypothèse, on va dire, peu probable, mais à voir aussi, à considérer également. Mais pour l'instant, officiellement... Officiellement, il n'y en a pas, mais il y a quand même les Japonais qui ont retiré 1 600 000 doses de vaccins Moderna. C'est ça, provenant d'Espagne. Provenant d'Espagne et qui étaient contaminés par des métaux, c'est ça, hein, mais on n'a pas de précision en tout cas sur la nature des métaux. Il y a une enquête qui est en cours aujourd'hui, mais en tout cas il y a beaucoup de gens qui se posent des questions qui incriminent ce graphène qui aurait des propriétés donc inflammatoires, c'est ça, toxiques en fait. Toxiques en fait, inflammatoires, puisque dès qu'on a une certaine quantité de graphène, alors c'est dose dépendant encore une fois, mais dès qu'on a une certaine quantité de graphène qui rentre, on a le système immunitaire qui commence à réagir, notamment les polynucléaires neutrophiles qui vont commencer à produire de l'inflammation et aussi à produire on va dire, par mécanisme de défense, des molécules qui vont permettre de dégrader ce graphène-là aussi. D'accord. On connaît les composants précis officiellement déclarés des vaccins, et tu vas peut-être nous parler un peu plus des adjuvants aujourd'hui, des adjuvants et des excipients qui sont mis là pour soit conserver le vaccin, le principe actif, soit augmenter, améliorer la réponse immunitaire. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Parce qu'il y a des ingrédients qui sont un petit peu décriés dans leurs usages cosmétiques ou alimentaires, et là on les retrouve dans des vaccins. Donc, oui, exactement. Déjà, il faut distinguer des adjuvants, comme tu l'as bien fait. Donc les adjuvants, c'est tout ce qui va servir à augmenter la réponse immunitaire par rapport au vaccin. C'est ce qu'on utilisait dans les vaccins classiques, notamment les vaccins à souche inactivée ou atténuée auparavant, ce qu'on utilise encore maintenant, comme par exemple l'aluminium, les sels d'aluminium, qui ont des propriétés d'optimisation de la réponse immunitaire, parce que le virus étant inactivé, il y a peu de chances, ou en tout cas c'est peu probable que le système immunitaire va réagir comme si c'était un virus en forme et qui va attaquer l'organisme. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de le faire baigner dans une sorte de bouillie toxique pour simuler une sorte d'attaque ou une certaine dangerosité de ce virus qui est inactivé ou atténué. Juste pour terminer la parenthèse sur l'aluminium, il est déjà quand même controversé aussi dans d'autres vaccins pour des problématiques d'autisme et des choses comme ça. Exactement, donc il y a plein d'études sur ça, sur la relation de l'aluminium avec surtout des maladies neurologiques. Il n'y a pas d'ailleurs que l'aluminium. Auparavant, avant ça, on utilisait du mercure. Ah oui. Et puis ensuite, il y a eu des controverses, etc., des débats et tout ça, et on a abandonné petit à petit le mercure. Maintenant,
En ce qui concerne la nouvelle classe de vaccins, les vaccins génétiques, on a d'autres types d'adjuvants. On n'a plus d'aluminium. C'est ça. D'autres choses. Donc il n'y a plus d'aluminium parce qu'on n'a plus besoin de ça pour optimiser la réponse immunitaire puisqu'il ne s'agit plus de virus inactivés, mais plutôt on a besoin plutôt de nanoparticules de lipides. Donc les nanoparticules de lipides, on peut citer à titre d'exemple le SM102 par exemple, c'est un composé lipidique qui est breveté, et donc où on a accès librement sur Internet au brevet, et c'est un composant qui va servir à transporter l'ARN messager. Donc, il va à travers la membrane cellulaire. C'est ça. Et selon ce qui est expliqué, encore une fois, dans le brevet, c'est un composé qui ressemblerait à l'enveloppe de la cellule, nos propres cellules, donc la membrane cellulaire, et donc qui va fusionner plus facilement avec la cellule, et donc qui va faire pénétrer l'ARN messager notamment à l'intérieur de la cellule, plus simplement. Donc, ça pose la question de l'endroit d'injection du vaccin. Beaucoup pensent que, on entend dire que les protéines spike, tout le produit actif reste au niveau du point d'injection, mais si c'est des particules, on va en retrouver partout dans le corps, on est d'accord? Oui, alors en fait, c'est bien connu et on n'a pas besoin de rajouter des nanoparticules ou un transporteur spécifique pour que ça passe au niveau du sang et au niveau de la circulation générale. Tout ce qui est injecté dans le muscle, il passe au niveau du sang. C'est le principe des injections intramusculaires. On utilise ça en médecine depuis très longtemps. Donc tout ce qui est médicaments injectés par injection intramusculaire passe directement dans le sang. Bien sûr, c'est moins rapide que quand on l'injecte directement dans la circulation sanguine, par intraveineuse par exemple, mais ça passe très très bien. Donc on va pouvoir fabriquer de la protéine spike à n'importe quel endroit du corps, quoi, dans tous les organes finalement. Oui, exact. Tu peux nous en dire plus sur ces organes précisément? Oui, le système nerveux central par exemple, le cœur, aussi des organes qui peuvent être très sensibles, les glandes endocrines en général, surtout la thyroïde. Les glandes hormonales, donc du coup, oui, qui gèrent les hormones. Exact. Et puis également aussi, ça peut avoir, bon, c'est pas des données maintenant publiées, c'est publié mais c'est pas revu par des pairs, donc c'est des données qui restent à confirmer encore une fois, mais ça peut avoir aussi des effets donc sur la fertilité. Ça peut atteindre les gonades. Encore une fois, pas chez tout le monde, chez une minorité de gens, mais ça existe. Et ça peut perturber aussi donc, les cycles hormonaux, synthèse de la testostérone, cycle hormonal, cycle menstruel chez la femme également. Donc tout ça, c'est des possibilités concrètes qui existent déjà. Oui, donc on peut mettre en relation la protéine spike quand même directement avec des effets qu'on constate sur les myocardites, les problèmes de menstruels ou autres en fait. Finalement, il y a quand même beaucoup de relations. C'est ça, exact. Et la protéine spike en elle-même n'a pas d'effet toxique direct, c'est plutôt la réaction du système immunitaire à cette protéine spike qui, donc, en fonction de la puissance de la réaction du système immunitaire au niveau d'un organe précis, qui va faire en sorte que l'organe est perturbé ou voire les tissus de cet organe seraient détruits en partie. Ce qui pourrait expliquer la réactivité chez les jeunes. Les myocardites ont été constatés quand même pas mal chez les jeunes, donc ça pourrait s'expliquer comme ça. Donc. Exactement, ça pourrait très bien expliquer les myocardites et surtout les thromboses également. D'accord. Donc si on revient aux adjuvants, donc pour l'instant on a parlé de l'hydroxyde d'aluminium, mais qui n'est pas dans des vaccins actuellement disponibles en Europe, mais ça va venir apparemment. On a ce SM102, qu'est-ce qu'on a d'autre comme adjuvant? Oui, on a par exemple l'édétate, qui est aussi un autre adjuvant qui peut servir également à stimuler le système immunitaire. On peut parler aussi des polysorbate 80 aussi. Ça, c'est un ingrédient qu'on connaît un peu dans des cosmétiques, il me semble. C'est ça, et des compléments alimentaires. Les détates aussi? Oui. D'accord. Les détates, également le PEG. PEG, là. Oui. Donc ça, c'est des ingrédients à controverse quand même, qu'on entend parler déjà. Exact. Alors, quels sont les effets connus ou soupçonnés de ces ingrédients-là?
Principalement des allergies, de l'inflammation aussi. Donc, les allergies surtout par rapport au polysorbate 80. Là. Puis également des toxicités au niveau, surtout au niveau des glandes endocrines. D'accord. Donc, pour certains, on peut les considérer comme des perturbateurs endocriniens. Et puis en même temps, on a aussi les excipients. Les excipients, ceux-là, ils sont juste là pour stabiliser le produit et donc pour avoir une bonne qualité, on va dire, du principe actif dans le produit. Ceux-là sont des composants simples comme par exemple de l'eau, du sucre, du sel, chlorure de sodium. Parfois on met dans certains cas de l'histidine par exemple, des choses comme ça. L'histidine, c'est un acide aminé classique qu'on trouve dans les aliments. Donc les excipients posent beaucoup moins de problèmes que par rapport aux adjuvants eux-mêmes. Donc la vraie problématique ici, si problématique il y a, ça ne serait pas dans les adjuvants ni dans les excipients. D'accord. Donc, quelque part, si on veut faire attention, se protéger ou prévenir des risques de complications et d'effets secondaires des vaccins, on a intérêt quand même à essayer de maîtriser l'explosion immunitaire, l'inflammation, l'activité de la protéine spike, peut-être, la production qu'on va en faire avec nos cellules. Je sais que toi, tu épluches les études scientifiques et tu es même à l'origine de plusieurs études sur la Covid et tout ce qui tourne autour, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur justement, il y a des méthodes scientifiquement prouvées pour inhiber la protéine spike, pour maîtriser la tempête inflammatoire, etc. Quelles sont les conclusions de tes recherches sur ce sujet et sur les adjuvants également? Oui, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs moyens pour pouvoir détoxifier l'organisme ou aider, soutenir l'organisme à détoxifier donc, ces molécules et également à inhiber la protéine spike. D'accord. Ici, pour l'inhibition de la protéine spike, il faut dire que le principe même du vaccin anti-Covid, c'est d'apporter la protéine spike pour qu'il y ait réaction immunitaire, pour qu'il y ait immunisation. Même si ce n'est pas efficace chez tout le monde, etc. Mais c'est le principe même. Donc, le fait d'inhiber la protéine spike, ça diminue l'efficacité du vaccin, voire ça l'annule complètement. Donc, pour celles et ceux qui voudraient avoir cette immunisation vaccinale, il faudrait peut-être éviter d'inhiber la protéine spike. En tout cas, on peut lever les tabous. C'est important de parler justement de cette vaccination. Il y a beaucoup de nos auditeurs qui vont se faire vacciner, soit parce qu'ils sont obligés par leur profession, soit parce qu'ils pensent qu'ils sont à risque ou que leur médecin leur conseille. En tout cas, il faut bien être conscient du fait que soit on considère que le vaccin n'est pas forcément efficace pour soi, mais qu'on a l'obligation de le faire, ou soit on le fait parce qu'on pense on compte sur l'immunisation du vaccin. Donc si on agit sur cette protéine spike, il faut être conscient du fait que on peut diminuer l'efficacité du vaccin en tout cas. Exactement. Et dans ce cas, dans le cas où on voudrait donc inhiber cette protéine spike. Pour éviter les effets secondaires. Pour éviter les effets secondaires notamment, ou pour quelqu'un qui aurait été vacciné à son insu, ou dont la vaccination est obligatoire pour lui, des polyphénols principalement. Les polyphénols sont bien connus, on les retrouve dans les fruits, les légumes. Le raisin notamment, avec le vin. Exactement, en très grande quantité, absolument dans toutes les fruits et légumes, on a des polyphénols qui sont spécifiques. Ce qu'il faut dire par rapport aux polyphénols, c'est que ce sont des composants qui sont pléotropes, qui ont des effets pléotropes, c'est-à-dire des effets généralistes très puissants sur des voies métaboliques qui parfois n'ont rien à voir les unes avec les autres, notamment sur le stress oxydatif, sur le cancer, sur l'inflammation, sur le diabète, sur plein de choses. Pour une seule molécule, on a des effets sur toutes ces voies métaboliques. Large spectre. Et donc, ces polyphénols sont fabriqués, synthétisés par les plantes, en réalité, pour se défendre contre l'environnement hostile, on va dire, les insectes, les champignons, les parasites, etc., les toxines les et tout ça. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils ont un effet à large spectre. Et donc, dans le cas de l'inhibition de la protéine spike, on a quelques composants, quelques polyphénols qui pourraient être assez efficaces.
comme par exemple l'épigallocatechingalate, EGCG, qu'on retrouve en grande quantité dans le thé vert. Oui. On peut avoir par exemple la quercétine, le resveratrol. Quercétine, par exemple, on trouve dans les oignons. Les capres aussi. Et les capres en très grande quantité, plus que les oignons. Mhm. Le resveratrol, on retrouve dans les raisins, le vin. Oui. Hein. Et puis, on en a d'autres aussi, l'hespéridine par exemple, etc. Il y a toute une liste de polyphénols qui ont cet effet inhibiteur. Pas tous les polyphénols inhibent automatiquement la protéine spike, mais ceux-là déjà, ils ont un effet très intéressant sur l'inhibition de la protéine spike. Maintenant, il y a aussi le fruit de goyave qui est extrêmement intéressant parce que parmi les colorants à xanthène, donc la fluoxyne B, et cette fluoxyne B, on la retrouve dans le fruit de goyave à moindre quantité, on va dire à des doses non toxiques. À l'état naturel. Voilà, à l'état naturel, mais ça existe dans le fruit de goyave. Donc le fruit de goyave pourrait être très intéressant aussi pour l'inhibition de cette protéine. Ça ne serait pas suffisant à lui seul, mais ça devrait faire partie de la stratégie donc aussi. Si on veut inhiber en tout cas la protéine spike, on a intérêt à consommer en abondance des fruits, des légumes riches en polyphénol, voire à prendre des compléments alimentaires concentrés, ça existe sur le marché, hein, c'est ça? Exactement, donc des extraits en fait standardisés en polyphénol, que ce soit du resveratrol, de la quercétine, de l'hespéridine, de la lutéoline, etc. D'accord. Donc là, on a parlé de l'inhibition de la protéine spike, à faire ou pas selon son besoin et ses décisions par rapport à l'approche vaccinale. Hein. Comme on l'a dit, on ne va pas nous influencer nos auditeurs sur le choix vaccinal, c'est un choix personnel. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir sur l'élimination de ces adjuvants qui posent question et qu'on n'aimerait pas qu'ils restent trop longtemps dans l'organisme? Qu'est-ce qu'on peut faire pour stimuler l'élimination de tout ça, réguler l'inflammation? Tu as parlé, est-ce que tu as une stratégie globale pour agir sur la détoxification post-vaccinale, puisque c'est notre thématique? Dans le sens en fait d'une stratégie de détoxification post-vaccinale, donc on a plusieurs étapes. Notamment, on en avait parlé, donc l'inhibition de la protéine spike, donc à faire ou non en fonction des cas, mais il faudrait savoir que si on décide de faire ça, on va diminuer la protection vaccinale, voire l'annuler complètement. Donc à voir, et c'est un choix à faire en conscience. Et puis également, on a l'élimination de tout ce qui est adjuvant, tout ce qui pourrait être toxique dans le vaccin, ou tout ce qui aurait été produit par l'organisme en réaction à ce vaccin. Donc, tout ce qui est toxique. Donc là, ça serait la stimulation des deux émonctoires principaux, donc les reins et le foie. Dans le foie, on a quand même le processus de détoxification proprement dit. C'est la centrale d'épuration du corps. Exactement, même, conversion de certaines molécules assez toxiques et inconnues par l'organisme en molécules qui sont prêtes à être éliminées. Et ensuite, le processus d'élimination. Il s'agit là de la fonction hépatobiliaire. On va stocker, on va dire, temporairement ces métabolites, ces toxines au niveau de la vésicule biliaire pour ensuite les éliminer au niveau de l'intestin. Et puis de l'autre côté, donc ça c'est pour le foie, il s'agit de tout ce qui est liposoluble. Et c'est le cas en général pour les adjuvants du vaccin. Et puis de l'autre côté, on a les reins aussi qui fonctionnent également sur tout ce qui est substances toxiques hydrosolubles. Il faut dire aussi que le foie, dans son processus de détoxification, quand il détoxifie, il va produire des métabolites en partie qui sont aussi hydrosolubles. Et donc le foie va détoxifier pour la fonction hépatobiliaire et pour les reins également. Voilà. Ça explique un peu ce que disent souvent les naturopathes, c'est de drainer les deux grands émonctoires du corps, en tout cas. Exactement, en même temps. Et puis ensuite, on a également la troisième étape, on va dire, le troisième principe, c'est de diminuer l'inflammation, d'avoir un effet anti-inflammatoire, puisqu'on avait déjà expliqué sur... Pour éviter la tempête inflammatoire. La tempête inflammatoire, avec tout ce qui est provoqué par la protéine spike ou par des éventuels adjuvants du vaccin également. Et puis ensuite, on a également la chélation. Donc la chélation, c'est pour chélater
s'il y a des métaux. La chélation, c'est piéger, hein, pour expliquer à nos auditeurs. On piège avec des éléments, les éléments toxiques. Exactement, donc c'est le piégeage de tout ce qui est éléments toxiques. Donc, comme l'hydroxyde d'aluminium dont on parlait tout à l'heure, notamment, ou le graphène s'il existe, en tout cas s'il est présent. Le graphène, on peut parler aussi de chélation dans le cas du graphène, même si la composition du graphène est faite de carbone. C'est une composition qui a une conformation, on va dire, structurelle, moléculaire, qui est très particulière. Avec des molécules de carbone, on peut avoir du charbon, on peut avoir des diamants et on peut avoir du graphène aussi. Donc là, on est loin de la détox de printemps qu'on voit dans les magazines féminins. On est vraiment dans quelque chose de très précis, très scientifique. Il y a 5 étapes et il y a des éléments. Tu peux nous donner des exemples de cette stratégie, mais sur, par exemple, l'élimination de l'aluminium ou du graphène. Quelles sont les choses qu'on peut prendre pour agir sur cette élimination? Oui. Par exemple, pour l'aluminium, pour la chélation de l'aluminium, parce que, encore une fois, j'insiste ici, on a différents processus qui sont reliés entre eux, mais qui sont des processus métaboliques entièrement indépendants. Donc la chélation, donc, où on va mobiliser des éléments toxiques de tissu vers la circulation. La détoxification qui se passe uniquement au niveau du foie. Et encore une fois, comme tu l'as bien précisé, on ne parle pas de détox printemps, on parle de détoxification en tant que processus métabolique, biochimiquement parlant. Donc là, c'est un processus qui va convertir des éléments toxiques vers des éléments moins toxiques et prêts à être éliminés. Et puis on a l'élimination. Donc pour par exemple l'oxyde d'aluminium par exemple, et sel d'aluminium en général, là on a besoin de quelque chose qui va faire chélater cet aluminium et puis on a besoin aussi de le faire éliminer. Donc la chélation, on peut par exemple utiliser le citrate ou le malate, citrate de magnésium, malate de magnésium par exemple. Pour l'élimination, c'est les éléments classiques là, qui vont, par exemple, des plantes diurétiques, dont le plus connu dans l'alimentation, par exemple, le persil, ou bien des éléments aussi qui pourraient également le faire éliminer en partie, en petite partie, puisque l'aluminium, dans, on va dire, sa majorité, est éliminé par les reins, donc qui pourrait le faire éliminer par le foie, dans la vésicule biliaire. Donc, tout ce qui est aliments, par exemple les radis, les crucifères, brocolis, etc. D'accord. Donc c'est le brocoli, soit sous forme alimentaire, mais le mieux c'est que ça soit sous forme d'extrait standardisé, donc sous forme de complément alimentaire. En plus donc, de tout ce qui va stimuler le foie et les reins, ce qu'on avait cité auparavant, donc les différentes plantes, les aliments, etc. Toujours à faire en parallèle. Je voudrais juste faire une parenthèse sur la suramine, qui est un nutriment qui se retrouve dans les aiguilles de pin. Et on voit beaucoup sur Internet des gens qui conseillent ce nutriment pour détoxifier, pour agir sur la protéine spike notamment. On parlait tout à l'heure des polyphénols, elle en fait partie, je crois. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Parce que tu m'as dit justement que ce n'était pas si efficace. Oui, en fait, il y a 2 études sur la suramine. Des études in vitro qui sont faites uniquement par rapport à la suramine et donc son potentiel effet inhibiteur par rapport à la protéine spike. Donc sur ces études, on voit qu'il y a des résultats significatifs dans l'inhibition de la protéine spike. Par contre, quand on prend l'autre étude qui a fait la comparaison entre la suramine, la chloroquine et des colorants chimiques, notamment la fluoxine B, qu'on avait cité auparavant. Dans cette étude, et sa méthodologie est plus intéressante que les 2 autres études, il montre que la suramine, tout comme la chloroquine, ont quasiment 0 effet sur l'inhibition de la protéine spike. D'accord. Donc jusqu'à maintenant, la suramine n'a aucun effet sur l'inhibition de la protéine spike. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sert à rien, mais sur ce point-là, ça ne fonctionne pas. D'accord, on a d'autres polyphénols qui sont plus intéressants. Donc, Encore une fois ici, l'inhibition de la protéine spike pourrait diminuer l'efficacité de la vaccination. Et chose aussi très importante à signaler, c'est que l'inhibition de la protéine spike, dans un contexte hors vaccination, donc en cas d'infection par exemple, elle a un effet antiviral, puisque le virus, comme on a dit, contient dans sa surface la protéine spike. Et donc si on vient inhiber cette protéine spike au niveau de la surface du virus,
Le virus ne pourra pas se fixer sur la cellule, ne pourra pas pénétrer dans la cellule, ne pourra pas se reproduire dans la cellule et donc il sera très vite détruit. Donc la première phase de cette stratégie, ce kit détox, ça pourrait très bien servir, en tout cas en cas de début d'infection virale au Covid. On prend ces éléments pour inhiber la protéine spike. Donc, il y a un double effet. Ça pourrait avoir un effet antiviral. Ouais, un effet antiviral assez puissant, bien qu'on peut aussi rajouter à cette stratégie d'autres éléments aussi pour l'effet antiviral également. D'accord. Donc tu disais que les adjuvants n'étaient pas le problème principal, c'était quelque part secondaire, et que les effets secondaires, les complications étaient vraiment liées à l'actif du vaccin. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas encore, mais sur des choses sur lesquelles on a des doutes sur les actifs du vaccin, l'ARN messager, l'adénovirus, voilà, l'ADN, vaccin ADN. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus ? Oui, il faut savoir que ces deux technologies ont été déjà utilisées, pas dans les vaccins antiviraux, mais en immunothérapie par exemple, pour le traitement du cancer et tout ça. C'est des technologies qui sont régulièrement utilisées, pas, on va dire, à titre expérimental, mais pas à grande échelle. Et donc, du peu de données qu'on a encore jusqu'à maintenant, quand je dis du peu des données, il y a des centaines d'études là-dessus, mais ce n'est pas encore suffisant pour tirer des conclusions. On peut avoir différents risques par rapport à l'ARN messager et par rapport à l'adénovirus. Donc, pour l'ARN messager et pour l'adénovirus, les deux, puisque l'adénovirus, je rappelle qu'il contient la séquence ADN de la protéine spike qui sera ensuite transcrite en ARN messager de la protéine spike, donc dans tous les cas on obtiendra l'ARN messager. Donc pour les deux, on a le risque de la recombinaison virale. Ouais. Alors c'est quoi la recombinaison virale? C'est une propriété qui est bien connue par les virologues ou des virus de types différents, mais qui sont de nature similaire. Proche. Par exemple, ARN messager, deux virus différents, mais ARN messager, ou ARN, pardon, vont se recombiner. C'est-à-dire qu'ils vont s'échanger des morceaux entre eux. Ouais. Et pareil pour les virus ADN également. Ils vont donner un nouveau variant ou un nouveau virus finalement. Exactement, donc on parle plutôt de virus recombinant, donc celui qui naît de la combinaison de deux virus. Donc ça vient d'un contexte épidémique par exemple, une vaccination qui est faite en même temps et finalement on laisse la place à ce genre de recombinaison. Oui, les recombinaisons existent naturellement. Oui. Pour n'importe quel virus, on a des recombinaisons qui se font dans la nature naturellement, sans épidémie, sans rien du tout, dans les animaux, partout. Dans les cellules des hôtes. Hein, c'est une propriété des virus, naturel. Donc c'est bien connu. En plus des mutations. Donc les mutations, c'est autre chose, on a la séquence du virus, et là on a des mutations, des changements au niveau de certains endroits de l'ARN ou de l'ADN du virus. C'est le virus lui-même qui mute. Voilà, exact. C'est encore différent. Et ce qui pose réellement question, dans ces vaccins génétiques en général, c'est cette capacité de recombinaison extrêmement importante des coronavirus en général. Les coronavirus sont bien connus pour muter moins que les autres virus, mais pour recombiner plus que les autres virus. D'accord. Pourquoi ils mutent moins? Parce qu'ils ont des systèmes de réparation qui sont très puissants. Donc ils réparent leur ADN ou ARN, plutôt ARN, très rapidement. Par contre, ils recombinent très vite. Donc c'est bien connu. Pourquoi? Parce que leur séquence est très importante. Donc, pour cette recombinaison, elle est extrêmement rare. Donc, je ne sais pas, moi, je pourrais dire un cas par 1 million ou un cas, voire même par 10 millions, on n'en sait rien, mais le risque est très rare. Mais s'il survient, c'est-à-dire, déjà, il faudrait qu'il y ait donc, une cellule ou des cellules infectées par un autre virus de la même nature, c'est-à-dire notamment ARN, et en même temps, la personne va faire la vaccination, ARN messager,
et cet ARN messager arrive dans le ou les cellules qui sont infectées avec ce virus. On voit bien que c'est très rare. Mais si ça arrive, on va créer un nouveau virus qu'on va appeler virus recombinant, qui va pouvoir se propager exactement comme l'a fait le SARS-CoV-2. D'accord. On peut très bien avoir des virus recombinants qui ont un niveau de contagiosité extrêmement faible, mais on peut aussi avoir le contraire. D'accord. Aujourd'hui, ce n'est pas arrivé, mais on peut très bien avoir une nouvelle épidémie avec un virus recombinant qui est lié quelque part à la vaccination de masse. Ce n'est pas arrivé à cause de la vaccination, ouais. Du moins à ce qu'on sait maintenant, mais c'est déjà arrivé par rapport, par exemple, à ce qu'on appelle le variant alpha, le variant anglais. Ce n'est pas un variant, parce que quand on dit variant, c'est dû à une mutation du virus lui-même. Ouais. Or, celui-là, c'est maintenant prouvé que ce n'est pas un variant. C'est un recombinant. D'accord. Et donc, probablement que d'autres variants seraient aussi des recombinants. On n'en sait rien. Il faudrait faire la différence. Donc, le delta, par exemple, il n'y a pas de preuve là-dessus, mais le delta est apparu à peu près au même moment ou juste après où l'Inde a commencé à utiliser son vaccin, ouais. À vacciner massivement. D'accord. Donc le problème, ce n'est pas dans la vaccination, c'est dans la vaccination de masse. Oui. Parce que la recombinaison est très rare, mais si on commence à vacciner 1 milliard de gens, oui. Il va y avoir forcément des recombinaisons et donc des contaminations et d'autres épidémies. Bien sûr. Donc ça, c'est un risque très important qui pose question. Et puis, on a d'autres risques qui sont spécifiques au vecteur adénoviral. Donc, le vaccin adénoviral, comme je l'ai déjà expliqué, c'est de l'ADN d'un autre virus. Dans certains virus, on utilise l'ADN d'un virus de chimpanzé, par exemple. Donc, c'est de l'ADN complet d'un autre virus auquel on a soustrait la partie qui permet la prolifération et le développement de ce virus, et on a remplacé par la protéine spike. Maintenant, ici, on va transcrire la séquence qui correspond à la protéine spike, mais rien n'empêche aussi qu'on transcrive les autres séquences du virus. Rien n'empêche non plus que ce même ADN viral aille se fixer, on va dire entre guillemets se recombiner, s'intégrer dans notre propre ADN. C'est déjà arrivé. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions là-dessus. Voilà, donc on a parlé de choses très précises, très spécifiques sur ces 5 points de détoxification post-vaccinale. Alors évidemment, on n'a pas le temps de développer tous les points et tous les aspects, mais dans cette stratégie, tu parles aussi d'oméga 3, de vitamine D. Il y a aussi des bourgeons de cassis, par exemple, qui sont cités pour agir sur l'inflammation, ou des autres plantes pour agir sur l'inflammation du cœur ou prévenir, en tout cas, qui ont des vertus cardioprotectrices. Donc c'était vraiment une stratégie complète et bien ficelée sur les étapes à suivre, et c'est vraiment très précis. Donc moi j'admire beaucoup le travail que tu as fait de recherche, parce que là il y a des centaines d'études scientifiques qui ont été vues autour du Covid et autour des vaccins, etc. Donc c'est vraiment une grosse littérature, et tu as pu en faire une synthèse vraiment très poussée sur une détoxification vraiment précise, et ce protocole va vraiment, j'espère qu'il va pouvoir aider des personnes à éviter, à limiter en tout cas les risques que peuvent représenter ces vaccins. Merci beaucoup Amine pour ton intervention, c'était vraiment très intéressant et on a appris beaucoup de choses avec ton intervention. Merci. Merci à toi Nicolas et merci aux spectateurs, et c'était un grand plaisir. Merci. À très bientôt. À très bientôt, merci. Pour les spectateurs qui seraient intéressés par ce kit de détox vaccinal réalisé avec la collaboration d'Amine Ghasmi et d'un collectif de médecins français, restez avec moi. Je vous explique tout de suite comment vous pouvez le recevoir d'ici quelques instants sur votre boîte de messagerie. Je vous rappelle que le but d'Amine Ghasmi, c'est de vous donner des moyens très concrets pour lutter contre les effets indésirables du vaccin. J'insiste là-dessus parce qu'en ce moment, on vous dit soit vous prenez le vaccin et vous acceptez ces effets indésirables. Je rappelle que 60 à 70% des personnes qui reçoivent un vaccin ont des effets indésirables. Soit vous le refusez à vos risques et périls si vous êtes contaminé. En fait, ce qu'on vous propose, c'est une troisième voie. L'idée, c'est de vous aider à reprendre les rênes de votre santé, quel que soit votre choix.
Cette troisième voie, on vous l'explique en détail dans le kit détox vaccinal, et comme vous l'a dit Amin Ghasmi, il y a 5 phases importantes pour limiter les effets secondaires du vaccin. Une des choses que vous devriez faire, c'est agir contre les facteurs inflammatoires, et comme on l'a vu, les réactions inflammatoires appelées tempêtes de cytokines peuvent être responsables de graves complications. Pour cela, vous verrez notamment qu'il existe une vitamine qui aide à réguler les réactions excessives du système immunitaire, qui peuvent être violentes après l'injection. Un bon taux de cette vitamine permettrait ainsi de maîtriser la tempête inflammatoire qui entraîne des complications graves. Pour une action complète, les auteurs de ce dossier recommandent aussi une supplémentation en oméga 3 et 10 gouttes d'un macérat de bourgeon, à prendre 3 fois par jour pendant un mois. Certains aliments comme la goyave et le thé vert pourraient inhiber la protéine spike qui serait à l'origine de certaines réponses inflammatoires excessives. Il est donc important d'en consommer régulièrement avant et après l'injection. On vous conseille aussi certains polyphénols, comme la lutéoline et la quercétine, sous forme de compléments alimentaires. Il y a également certains gestes qui peuvent limiter les facteurs de risque de problèmes cardiovasculaires, comme les thromboses ou les myocardites, surtout si vous avez une sensibilité cardiaque. Pour cela, vous verrez notamment l'intérêt de l'aubépine en extrait sec. Ensuite, les auteurs recommandent d'éliminer les adjuvants présents dans les vaccins, qui peuvent s'accumuler dans vos organes, notamment en suivant une isothérapie. Vous verrez aussi comment drainer vos reins pour permettre une bonne évacuation de ces adjuvants. Je vous rassure, tout est expliqué dans le kit de détox vaccinal. C'est une marche à suivre très simple et tous les produits sont très faciles à trouver. D'ailleurs, on vous propose même des noms de fabricants fiables pour certains compléments. Dans ce kit, vous trouverez une marche à suivre complète pour vous préparer un mois avant la vaccination et jusqu'à plusieurs semaines après. Ce kit est aussi conçu pour les personnes déjà vaccinées. Bien sûr, il est mieux de s'y prendre le plus tôt possible, mais il n'est jamais trop tard pour faire une détox vaccinale, même si cela fait plusieurs mois que vous vous êtes fait vacciner. J'insiste sur le fait que ce kit a été réalisé en se basant sur la méthode découverte par un collectif de scientifiques et de médecins. En plus de ces solutions que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui, ce dossier vous donne tout ce que vous avez besoin de savoir face au vaccin. Un chapitre pour répondre de façon claire et objective aux questions les plus fréquentes. Et un point sur les vaccins anti-Covid et pourquoi ils sont moins efficaces face au variant Delta. Vous trouverez aussi une liste de nutriments que les chercheurs conseillent de prendre avant la vaccination. Vous découvrirez quels nutriments privilégier selon le type de vaccin que vous avez choisi. Par exemple, les polyphénols sont à prendre pour tous les vaccins, mais certains aliments comme l'ail et le curcuma sont plutôt à privilégier pour les vaccins à ARN messager. Selon votre profil et le type de vaccin, ce tableau recense une quinzaine de nutriments particulièrement recommandés si vous êtes vacciné ou si vous y réfléchissez. En fait, ce dossier rassemble selon moi les conseils les plus poussés qu'on puisse vous donner avec l'information dont on dispose à l'heure actuelle. Si vous prévoyez de vous faire vacciner ou si vous êtes déjà vacciné, nous voulons vraiment vous donner tous les moyens pour vivre au mieux votre vaccination. J'aimerais aussi vous faire un cadeau. En plus de ce kit de détox vaccinal, j'ai décidé de vous offrir un guide de détoxification énergétique. Ce guide a été réalisé par une naturopathe énergéticienne formée en homéopathie. Il contient notamment des techniques de points d'acupression inspirées de la médecine chinoise, des exercices d'auto-hypnose et des méthodes de respiration. Alors je vous préviens, contrairement à l'approche d'Amin Ghasmi, l'efficacité de cette détox énergétique n'a pas été démontrée scientifiquement. L'énergétique, chacun est libre d'y croire ou non, mais je suis convaincu qu'il est important de rééquilibrer son état énergétique après une vaccination. On ne comprend pas encore bien tout ce qui se passe quand on se fait vacciner, donc mieux vaut mettre toutes les chances de son côté en rééquilibrant à la fois notre corps et notre dimension énergétique. Ce dossier sur la détox énergétique, vous pouvez le recevoir sur votre boîte de messagerie en même temps que votre kit de détox vaccinal. Vous devez vous dire que ces informations sont tellement importantes qu'il faudrait les distribuer le plus vite possible à tout le monde. Et je vous avoue que c'était mon idée de départ, diffuser massivement ce kit à tous mes contacts, mais malheureusement ce n'est pas possible. Pour réaliser ce kit de détox vaccinal, nous avons collaboré avec tout un collectif de chercheurs et de médecins. Ils ont passé des heures à éplucher la littérature médicale et à mettre au point une approche puissante et validée scientifiquement. Ces experts ont tous un travail à côté. Certains sont médecins dans les hôpitaux, d'autres ont des postes importants dans la recherche et préparent des études pour de prestigieuses revues scientifiques. Ils ont tous accepté de prendre du temps en dehors de leurs heures de travail, parfois tard dans la nuit, pour participer à préparer ce kit. Et par respect pour eux, vous comprendrez que je ne peux pas distribuer ce kit gratuitement. En même temps, j'aimerais vraiment que tout le monde puisse profiter de ce kit de détox vaccinal. Et vu comme la situation évolue, il est clair que de plus en plus de gens seront forcés à se faire vacciner, qu'ils le veuillent ou non. Et on risque bientôt d'imposer une troisième dose à toute la population, et peut-être plus dans les mois à venir. Je pense donc que tout le monde doit pouvoir en profiter, alors j'ai cherché le meilleur compromis possible. J'ai donc décidé d'offrir le kit de détox vaccinal pour tout abonnement à ma revue Solutions Naturopathie. Solutions Naturopathie est une revue que j'ai lancée il y a 3 ans pour aider les gens à prendre soin de leur santé autrement. C'est la publication de référence dans le domaine de la naturopathie.
Vous y trouverez des conseils, des méthodes naturelles, inconnues parfois, des témoignages d'experts santé, des réponses au courrier des lecteurs. Et la raison d'être de cette revue, c'est de vous aider à prendre le contrôle de votre santé sans vous ruiner. L'abonnement au tarif normal est de 39 € par an pour 12 numéros pour la version électronique. Mais aujourd'hui, je vous propose de recevoir le kit de détox vaccinal, votre dossier cadeau sur la détoxification énergétique des vaccins et 1 an d'abonnement à Solutions Naturopathie pour seulement 24 €. Avec ce tarif spécial à 24 €, nous vous faisons une réduction de plus de 40%. Cet abonnement à la revue, c'est la seule chose que nous vous demandons pour recevoir le kit de détox vaccinal. C'est l'offre la plus accessible que nous pouvons vous proposer sans nous mettre dans le rouge. Et surtout, nous vous donnons 3 mois pour vous faire une idée de décider de poursuivre ou non votre abonnement. Si vous vous rendez compte que la revue ne vous intéresse pas, vous bénéficiez d'un délai de 3 mois pour obtenir un remboursement intégral sur simple demande. Il vous suffit de nous contacter par email ou par téléphone et on vous rembourse. Vous n'aurez aucune excuse ou justification à donner, vous serez remboursé et vous pourrez bien sûr garder le kit détox vaccinal et le dossier sur la détoxification énergétique des vaccins. Vous aurez ainsi votre kit détox sans avoir rien payé du tout. Vous le voyez, si vous le souhaitez vraiment, vous pouvez recevoir ce kit sans dépenser un seul centime et sans doute que certains en profiteront. Tant mieux si ça permet à des personnes à faible revenu d'accéder à ces informations capitales. De mon côté, je m'y retrouve car je sais que la plupart d'entre vous apprécieront la revue Solutions Naturopathie et resteront abonnés. Pour demander votre kit de détox vaccinal, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui apparaît sous cette vidéo. Si ce kit de détox vaccinal peut aider ne serait-ce qu'une seule personne parmi vous ce soir, alors mon pari serait réussi. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à très bientôt. Merci pour votre fidélité.